Bonsoir à tous. La région Occitanie vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Cité de l'économie et des métiers de demain, le titre parle de lui-même, n'est-ce pas? Donc je ne détaillerai pas plus, puisque ce qui est plus important, c'est de vivre la Cité de l'économie et des métiers de demain en venant ce soir partager cette soirée. Les mondes se croisent. On aime à dire ici que les mondes se croisent. À un moment où le monde se désagrège un petit peu, il est important de créer ces objets, comme cette cité, qui a vocation à réagréger, à recréer des liens et à faire que l'on se rencontre. Au-delà des mondes qui se croisent et qui parfois ne se parlent pas ou qui s'ignorent, ce soir, les mondes vont se croiser. Deux communautés sont à la cité, celle du jeu vidéo, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir, merci d'être là, et la communauté du cinéma. C'est une grande première. Merci à ceux qui ont fait le déplacement depuis le film au Pâté et qui nous ont rejoints ici ce soir. Nous aurons une autre expérience de ce style, beaucoup plus technique, le 4 décembre prochain. Mais ce soir, la question qu'on va se poser, c'est autour toujours de ces mondes qui se croisent et de cette notion d'hybridation, ou peut-être de ce dont nous allons discuter ce soir, eh bien, un nouvel art peut se créer. Voilà, encore une fois, très heureuse de vous savoir avec nous, et je laisse la parole à Karim Guiati pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir, on va démarrer rapidement. Merci à l'équipe de la Cité de l'économie des métiers de demain. Je vais passer la diapo suivante pour ne pas avoir ma tête à côté. Merci à l'équipe de la Cité de l'économie des métiers de demain pour l'organisation de cette nouvelle rencontre qui cristallise quelques-uns des objectifs de l'agence Occitanie Film, à la fois soutenir la création en région dans toute sa diversité, faire en sorte que les films fabriqués ici soient vus longtemps et partout, bien après leur sortie en salle. Et je me réjouis que tout à l'heure, 85 personnes précisément ont découvert le film Kniss Island, l'île sans fin, au Pâté Odysseum, et merci à eux aussi pour ce partenariat. Et ce matin, c'était 350 étudiants qui étaient au Diagonal en centre-ville pour aussi découvrir le film sur grand écran, et prochainement il y aura de nouvelles projections. Autre objectif d'Occitanie Film, c'est le fait de souligner aussi l'attractivité du territoire régional et son rayonnement, et grâce à vous, Boris et Guillaume, alors rejoignez-moi tout de suite si vous voulez bien, et rejoignez-moi aussi et Sarah, et Claire et Jérôme si vous voulez bien. Grâce à vous, Boris et Guillaume et l'équipe du film, un film pensé ici, fabriqué pas loin, dans les Cévennes en grande partie, a voyagé partout dans le monde. Et puis enfin, comme l'a dit Laetitia Montagnier dans son introduction, favoriser, c'est aussi notre objectif, de favoriser les rencontres, de susciter des échanges pour accélérer des parcours, pour participer aussi à la mise en orbite de projets. Et ce sera en partie ce qui se jouera tout à l'heure, dans un peu plus d'une heure, pour le temps convivial auquel vous êtes tous conviés, invités. Et ceci, effectivement, avec des acteurs et du jeu vidéo, et de la production cinéma, de l'animation, de la formation, avec des professionnels déjà aguerris et très expérimentés, et puis des étudiants et étudiantes. Notamment, j'ai vu des visages à la fois des étudiants du master production, accompagnés de leurs enseignants, du master diffusion de l'université Paul Valéry, entre autres. Certainement aussi d'autres étudiants. Il y a peut-être des étudiants d'Artefix. Est-ce le cas ? Et prochainement, je crois que vous verrez aussi le film. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir sur la fabrication de Kniss Island, l'île sans fin. Puis vous nous parlerez, Boris et Guillaume, de votre nouveau projet, une série documentaire, La vraie vie, que l'on verra prochainement sur la plateforme d'Arte. Et nous aurons aussi un échange plus large sur la question centrale que posent vos films, les liens étroits entre cinéma et jeux vidéo, la création de récits par un réalisateur, dans la vraie vie, un comédien qui est propulsé dans un jeu vidéo, devenant en partie, vous nous direz, et dites-moi si je vais trop loin déjà, devenant en partie le co-auteur d'une fiction dont il est le héros, presque le metteur en scène. Cette hybridation cinéma et jeux vidéo n'est certes pas nouvelle, et je compte sur vous, Claire et Sarah, pour nous rappeler que ces films-là s'inscrivent dans une filiation qui a démarré il y a plusieurs décennies déjà, tout en se singularisant par une esthétique propre et par son approche aussi documentaire et aboutie. Et pour élargir notre réflexion, nous profiterons également de votre regard, Jérôme Mauricio. Nous connaissons et suivons votre chaîne Excitium et vos chroniques du chaos consacrées à
la présentation et l'analyse de jeux vidéo et de films. Et enfin, cette table ronde sera largement enrichie par 3 regards qui nous semblaient indispensables. Nathalie Semon, chargée du développement et des partenariats culturels à la direction de la communication d'Arte. Tu nous diras, Nathalie, notamment ce qui a plu et séduit en rentrant dans la production de la vraie vie, et puis plus largement nous parler de cette création singulière que vous partagez également beaucoup pour le public. François Cuben et Nicolas Gus, vous représentez respectivement Push Start, l'association de professionnels du jeu vidéo en Occitanie, et la French Tech de Perpignan. Et vous nous partagerez vos réflexions sur tout ce que vont dire les intervenants et intervenantes, et vous nous présenterez aussi vos structures respectives. Et bien sûr, un temps d'échange avec vous toutes et vous tous, le public. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas à la projection au pâté. Alors, afin de ne pas être totalement perdus dans cette première partie de présentation, si vous voulez bien, on peut voir quelques images du film de Kniss Island. Hop. J'avance doucement. Hop. Panneau suivant. Toc. Toc. Alexandra m'a dit que s'il y a un petit problème, je garde ça pour moi. Donc, Alexandra, tu as vu, je garde pour moi. Je ne dis rien à la régie, parce que je sais que vous ne pouvez rien pour moi. Garde ton sang-froid, Karim. Non, oui, tu as vu, je suis très tranquille. Juste, j'appuie sur le petit triangle vert. Soirée, hybridation, et jeux vidéo. Il connaît tous les dialogues par cœur. Paf. Paf. Est-ce qu'on peut le faire manuellement, peut-être? Voilà. Hop, encore un. Hop, hop. Et nous voici. Merci. Un peu plus fort. Merci. I want to say no, but that would be a lie. Hello? Anyone out there? Sometimes this world can feel less than the real one. That's why we're all here, is what draws us back in. The whole thing is a social experiment. C'est très court. Qui a vu le film tout à l'heure? Voilà. Alors aujourd'hui, demandez le contraire. Qui n'a pas vu le film? Alors, et précisément, parmi ceux qui n'ont pas vu, qui aurait voulu le voir? Non, je rigole. Pardon. Hein? C'est pas mal? Je l'ai fait récemment en plus, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous voulez bien, Boris et Guillaume, en quelques minutes, revenir sur les étapes de fabrication de ce film? Alors, j'imagine que certains ont dû reconnaître aussi, ont dû le reconnaître, mais dites-nous peut-être quel est le jeu que l'on voit à l'image, comment et pourquoi vous l'avez choisi, et peut-être, si vous voulez, peut-être commenter ces images et nous dire qui fait quoi, qui est où, et où étiez-vous à ce moment-là? Tu veux qu'on commence par le jeu? Allez. Je vais te laisser parler, Guillaume, et ensuite je referai un peu la genèse du projet, si tu veux, et on parlera de notre rencontre aussi un petit peu. Oui, je peux parler de ces images, parce que ça c'est en 2020. C'est le premier vrai tournage, parce qu'en fait auparavant on avait quand même commencé déjà en fait à faire du repérage pendant une année, mais c'était plus, on était un peu à droite à gauche, on ne savait pas encore qui allaient être les communautés qu'on allait interviewer, etc. Et là en fait c'est une maison qu'on a louée qui est à Vézénobre, à côté d'Alès, et où on a mis tout notre matériel pour pouvoir tourner. Et voilà, le jeu en fait il s'appelle DayZ. Donc c'est un jeu tchèque qui a été développé là-bas et qui s'inspire en plus, du coup la carte du jeu c'est une reproduction pas vraiment à l'identique mais très inspirée d'une région de la Tchéquie. Et voilà, donc c'est un jeu de survie. Bon voilà, il y a pas mal de gens qui ont vu le film, donc j'imagine que voilà. Mais si vous commentez ce qu'on voit à l'image, on comprend comment le film s'est fabriqué? À peu près, ouais. Ouais, on comprend un peu. Ouais. Tout s'est fait du coup donc le film est tourné dans un genre qu'on appelle machinima. Je pense que tu reviendras sur ce genre, Claire, après. Mais donc en gros, on capture l'écran de notre ordinateur. Et donc il y a 3 ordinateurs et on a attribué à Quentin, le réalisateur qui est sur la gauche, le poste de cadreur. Donc Quentin est le cadreur principal. Guillaume qui est à droite est celui qui pose les questions. Donc il a un micro et l'écran central projette ce que Quentin est en train de filmer. Et Guillaume, dans le film, lui est assigné le rôle de technicien, donc c'est lui qui subvient aux besoins de l'équipe, parce que ça reste un jeu de survie très compliqué, dans lequel il faut se nourrir, manger, boire, et le but premier du jeu, c'est de survivre en fait. Et on parle de jeu, mais c'est plus à proprement parler une simulation de vie, ou une espèce on aime bien dire un embryon de métavers, parce que c'est un jeu, il n'y a pas de but dans ce jeu. L'idée, c'est de rencontrer des gens, une communauté, survivre.
Et voilà. Et c'est très compliqué. Et c'est très dur de faire un film là-dedans. Ce matin, sur les 336 étudiants, quand on a posé la question, il y en a une vingtaine qui ont dit qu'ils connaissaient le jeu. Parmi vous, qui le connaît? Ah oui, ça fait un taux beaucoup plus important. Ok. C'est inédit. Le temps du tournage, le temps du montage derrière? Le temps de tournage, c'est sur une période entre 2019 et 2022. C'est, je dirais, 3 tournages distincts qui sont passés sur ces 3 années, où on a à peu près tourné 3 mois à chaque fois. Donc ouais, il y a cette timeline comme ça sur ces 3 années qui ont été vachement importantes aussi dans ce que est le film maintenant. C'est que en fait, les joueurs qu'on a rencontrés, on les a vus un peu même grandir, je dirais. Certains ont eu des enfants aussi pendant le tournage. Et on a aussi un peu, comme on peut voir dans le film, c'est des gens qui étaient un petit peu sur la fin de leur jeu, qui avaient un peu vraiment exploré tout ce qu'il avait à offrir. Et du coup, cette parole, elle est aussi une parole de vétérans de jeu, de gens qui ont un peu essayé d'aller gratter quelque chose au plus profond, quoi. Et certains y étaient depuis longtemps? Depuis 2012. Ouais, bien sûr. C'est dit dans le film, cette version du jeu sort en 2012. Et le groupe qu'on suit se forme à peu près à ce moment-là, on va dire, quoi. Mais nous, notre histoire, elle commence en 2017-2018. Moi, je découvre un film qui s'appelle Marlowe Drive, qui est réalisé par Ekiem, Guillaume et Quentin, et qui était un court-métrage, un moyen-métrage qui se tourne en GTA V, et que ces 3 auteurs viennent de faire à la fin de leurs études aux Beaux-Arts de Montpellier. Et moi, je vois ce film, et c'est la première fois que je rencontre un objet de cette sorte-là, du documentaire dans un univers virtuel. Et je sais qu'il y a des choses qui existent, je sais que j'en ai parlé ce matin, mais que Chris Marker a déjà fait des tentatives en allant dans Second Life. Mais c'est la première fois que j'ai vu Claire Châtelet acquiesce. Voilà. En quelle année? Piège. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que je vois un film de ce type-là et je suis tout de suite hyper séduit et on se rencontre et on se propose tous les 4 de démarrer une nouvelle aventure sans trop savoir ce qu'on va faire. Et donc on cherche à retourner dans GTA V parce que tu pourras en parler, mais c'est un jeu qui offre en matière de relationnel, de roleplay, c'est un jeu d'une grande richesse. Mais on ne va pas réussir à obtenir les droits parce que le problème qu'on rencontre assez rapidement, c'est qu'on va jouer avec la propriété intellectuelle d'un éditeur qui n'a généralement pas envie de laisser ses droits libres à des créateurs de contenu, en tout cas pour les commercialiser. Parce que dès le début, on a envie de créer un objet qui serait un objet cinématographique, qu'on espère voir un jour au cinéma. C'est un rêve secret qu'on a entre nous, hein, on se le dit. Et donc on décide de changer de jeu assez rapidement et de s'orienter vers DayZ, donc boîte check, un peu plus punk, on va dire. C'est pas pour autant qu'on aura les droits dès le début, mais ça j'en parlerai peut-être après ou maintenant. Non, vas-y. Bref, donc on demande les droits de ce jeu-là. Bohemia, la boîte tchèque, nous dit écoutez, il faut qu'on voit le film avant de vous les donner, et on décide de prendre le risque et de faire le film sans savoir si à la fin on aura la validation de Bohemia. Et donc on a vécu 5 années de grande angoisse entre le fait de faire le film et d'attendre cette réponse, qui est venue finalement à la fin. Voilà, mais ça a été un long parcours, 5 ans de donc 3 ans de tournage, durant notamment les 2 confinements. On commence le film et on est confiné 2-3 semaines après, ce qui ne changeait pas grand-chose parce que les garçons étaient déjà confinés de toute manière. Et ensuite 2 ans et demi de montage, voilà, et un parcours de production assez complexe parce que il y a de l'écriture, de la réécriture, de l'attente aussi de subventions, il y a de l'attente aussi que tout le monde soit disponible pour pouvoir s'enfermer pendant 3 mois ensemble à jouer, etc. Donc c'est vrai que ça a pris du coup à la fin 6 ans. Et combien d'heures d'images, de rush pour le montage? Je dirais 150 heures, un truc comme ça. 150 heures utiles, mais après il y en avait 220 parce qu'il y avait 2 caméras. Donc il y a la caméra principale, mais moi je faisais aussi beaucoup j'étais un peu la caméra secondaire pour pouvoir en fait amener le cinéma en fait dans ce documentaire. C'est grâce à ça aussi qu'on a pu multiplier en fait nos points de vue, etc. Et voilà. Boris, on doit te dire avec mes collègues Estelle Cavois, Valentine Pigné, c'était un plaisir de recevoir tes mails nous annonçant la sélection dans tel et tel festival du film. Voilà, de savoir que le film était à la fois montré ici en France, en Europe et ailleurs dans le monde, c'était vraiment un plaisir de suivre la vie de ce film fabriqué ici et qu'il a su rayonner. Alors,
On en a parlé aussi ce matin avec les étudiants, mais je me permets de vous reposer la question, c'est-à-dire parmi ceux-ci, et la liste n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres, quel est le profil de ces festivals par rapport au profil du film? Est-ce qu'on est plus sur du documentaire, sur de la forme hybride, expérimentale, animation ou autre? On est dans ce genre assez particulier qui est le documentaire de création, qui sont des œuvres documentaires au temps long, qui s'éloignent d'un certain formatage qu'on peut avoir sur des reportages télé, on va dire, entre guillemets, même si c'est assez flou ce que je dis. Et donc là, on est face à des festivals de documentaires principalement, même s'il y a quelques festivals de fiction, comme le TIFF en Roumanie, par exemple. Mais globalement, oui, on a fait notre première à Vision du réel. Et donc, Festival d'animation aussi. Festival d'animation. La grande question, Ouais. c'était justement, est-ce qu'on doit considérer ce film comme étant de l'animation ou pas, et on ne sait toujours pas aujourd'hui. Mais on peut le dire, je pense. On a été effectivement à Fantoche, le festival d'animation en Suisse, qui est là-haut. Doc de création, je dirais, même si, voilà, premier plan à Angers, ça c'est un gros festival en France. C'est des festivals qui ont à cœur de défendre des nouvelles écritures, des nouvelles postures, de montrer le travail de nouvelles autrices et nouveaux auteurs. Donc voilà. Après, le film est quand même perçu comme un ovni dans pas mal de festivals, il faut le dire. À part peut-être en Asie, où les gens ont une pratique du jeu vidéo qui est différente de la nôtre, je veux dire. Ils ont peut-être plus l'habitude de ce genre de format. Et le film sort d'ailleurs au Japon, à Taïwan et peut-être en Chine bientôt aussi. Voilà. Donc je ne sais pas, tu voulais rajouter un truc? Prends le micro, Guilhem. Boris vient de nous en parler de ce travail-là. Est-ce que tu veux bien nous rappeler, toi, tes années ici à l'École des Beaux-Arts à Montpellier, et puis ce choix de travailler avec tes deux collègues? Oui, bien sûr. Le choix, je crois qu'on était juste tous les trois à discuter en fait, tous les trois de qu'est-ce qui se passait en fait, actuellement en fait, dans les mondes virtuels. Et au début, on a créé une espèce de groupe de recherche qui s'appelait groupe de recherche du virtuel, en fait. Enfin, voilà. Un truc un peu lâché comme ça, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Et on a pris une PlayStation 3 et on a pris GTA 5 et on est allé dedans. Et en fait, au début, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Mais en fait, ce jeu, on s'est rendu compte, enfin, bêtement, en fait, on s'est rendu compte que les jeux vidéo sont devenus tellement complexes, tellement grands, avec tellement de possibilités que maintenant il y a la possibilité de faire des documentaires en fait dedans, ou même d'être photographe ou de faire plein de choses en fait. Enfin, il est possible d'y vivre en fait, d'une certaine manière. Et en se rendant compte de ça, on s'est dit en fait maintenant il y a même des joueurs qui peuvent s'asseoir sur une chaise et juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe ou regarder la plage en fait pendant des heures en fait. Et donc si la contemplation en fait et si l'ennui même existe maintenant dans le jeu, ce qui peut paraître un peu paradoxal d'une certaine manière, en fait, il est possible d'accéder en fait à une intimité. Il est possible en fait de parler d'autre chose que du jeu en fait finalement. Donc ça a été un peu le point de départ et on est parti sur ce documentaire où on rencontre plusieurs individualités qui nous racontent un peu leur vie. Et ça parle un peu plus de capitalisme parce qu'en fait voilà, on rencontre des joueurs qui en fait font beaucoup d'argent, qui achètent des yachts, qui font ce genre de choses. Donc c'est pas du tout le même univers que sur DayZ. C'est vraiment pas du tout les mêmes rêves et les mêmes imaginaires qui sont installés là. Malgré qu'il y ait des joueurs qui s'en emparent et qui en font quelque chose d'autre, on est quand même aussi sur des systèmes où on achète des voitures, on achète des biens, on vole, etc. Et voilà, et ce court-métrage, c'est un premier, mais ce qui nous a permis de rencontrer Boris, donc c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que ça nous a pris genre 3 mois pour le faire, et il a été présenté à la Panacée en premier, et voilà, il a fait son chemin. Alors ce soir, c'est pour la 4e reprise que pour ma part, j'ai plaisir à mener ces échanges autour du récit, de son écriture, de la création d'une situation et d'une émotion, en s'appuyant sur une dramaturgie rigoureuse. Et dans le prolongement de nos échanges qu'on a pu avoir jusque-là avec Thomas Bideguin, avec Agnès de Sassy, avec Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc, si vous voulez bien, et parce que pendant ces échanges d'1 heure avec ces invités, est-ce que vous voulez bien encore, Boris et Guillaume, avant de donner la parole à nos autres invités, nous parler de cette notion de récit qui s'écrit au moment de la préparation du tournage, et j'imagine aussi, et beaucoup au moment du montage, peut-être en nous parlant en démarrant avec La vraie vie, et si on prend
10-15 minutes pour nous parler de la fabrication de ce film. Comment le récit s'est imaginé? Comment vous l'écrivez en amont? Et ensuite, cette matière que vous avez, comment vous en faites un récit qu'on a plaisir à suivre, sachant que ça se rajoute aussi une petite note de bas de page aussi sur l'écriture sérielle. Il s'agit aussi d'avoir plaisir à suivre. Alors dites-nous le format déjà de La Vraie Vie. Parce que là, quand j'avais le dossier, c'est 5 épisodes de 18 minutes. Est-ce que ça a évolué depuis? Ça a un peu changé, ouais. Maintenant, on est plus entre 20 et 26 minutes. Toujours 5 épisodes? Toujours 5 épisodes, voilà, c'est un peu, ça varie d'un épisode à l'autre. Mais l'écriture de cette série, c'est un peu particulier parce que on avait tourné déjà des premières images au moment où on faisait Needs Island. Et en fait, à ce moment-là, on voulait intégrer en fait ce jeu-là, Arma 3, à l'intérieur de Needs Island. Ça devait être aussi, ça devait faire partie du film. Puis finalement, on a décidé qu'il en serait autrement, mais on a monté 10 minutes avec ces premières images, ce premier test en fait avec Victor. Donc cet acteur qu'on invite, qui est un ami à nous, qui ne trouve pas de travail dans sa vie réelle, et on lui propose d'en trouver, mais dans un monde virtuel. Et en fait, l'écriture, je trouve que dans le documentaire, c'est extrêmement compliqué, enfin, en tout cas pour ma part, d'arriver à écrire sans faire de repérage, au moins un petit peu. Et dans ce cas-là, en fait, on savait déjà à peu près à quoi s'attendre, quel personnage on allait pouvoir rencontrer, quelle communauté on allait pouvoir rencontrer, quel même ressort dramaturgique et même plutôt même humoristique on allait pouvoir voir. Et grâce à ça, en fait, on a pu écrire avec Boris et avec Ekiem ces épisodes voilà, où on s'est dit, Victor, il va faire ça, il va rencontrer tel ou tel personnage. Finalement, c'est pas très proche de ce qu'on a écrit parce qu'il s'est passé plein d'autres choses, mais c'était quand même quelque chose d'un peu plus contrôlé. Et c'est compliqué l'écriture documentaire pour Needs Island, si je peux revenir dessus 2 minutes, mais on n'a presque pas écrit de traitement finalement. Le film s'est financé sans qu'on puisse projeter l'histoire. On l'a fait à la toute fin quand on avait déjà tourné la majeure partie du film. Et on a procédé en écrivant un journal de bord qui racontait un peu la rencontre des auteurs avec l'univers. On décrivait de manière un peu poétique la rencontre avec les gens, le jeu, tout ça. Et on l'a financé comme ça. Après, il a fallu imaginer les situations, évidemment, mais pour ceux et celles qui ont vu le film, à un moment donné, on a un personnage qui est Fish, qui est la Canadienne, et on entend l'écho de sa pièce dans son micro, et on entend son chien et son bébé qui pleurent. Et ça, on savait que ça allait potentiellement arriver, ce genre de scène-là, et il fallait juste trouver le temps et avoir assez de sérendipité et d'hasard et de temps de tournage pour que ça arrive. Voilà. Après, rien n'a été mis en scène dans ce projet comme dans l'autre. Et il faut juste du temps de préparation, etc., etc. Et voilà, on a imaginé des situations qui étaient censées pouvoir se passer pour la vraie vie, et certaines se sont produites, d'autres non. On a imaginé que Victor allait rencontrer un joueur ou une joueuse, devenir ami avec elle. C'est ce qui s'est produit. En passant assez de temps, on sait que ça devrait arriver. Voilà, donc on a scénarisé les 5 épisodes en écrivant un scénario pour chacun des épisodes, ce qu'on n'avait pas fait pour le film. Et la fin a été tout autre. Enfin, pour le coup, la fin n'a pas du tout rejoint ce qu'on avait écrit pour le dossier. bien heureusement d'ailleurs. Et si tu veux bien, je reviens juste en arrière. Alors, on pourrait croire que ce ne sont que des logos, entre guillemets, en bas à droite, mais ce sont aussi c'est surtout des partenaires financiers. Parce que toi, Boris, en tant que producteur, sur ta droite, enfin sur ta gauche, pardon, est-ce que tu peux faire une espèce de petit lien hypertexte pour comprendre aussi les étapes de production de ce film, de cette série? Needs Island, c'est produit en majorité grâce à des fonds publics. Donc on a réussi à convaincre des partenaires comme la région, le CNC, la métropole de Montpellier, que je remercie bien sûr. Et La Vraie Vie, c'était un peu différent parce qu'on avait déjà une matière, des images à partager. Et en fait, Arte est rentré très rapidement dans la prod. On leur a montré effectivement ces 10 minutes qu'on avait tournées un petit peu à l'arrache pour être, sans être grossier, mais pendant le tournage de Needs Island. Et on montre ça à Marine Lévy-Leblond, qui gère l'unité création. Et de suite, elle est séduite. Effectivement, elle n'a pas vu ça. En documentaire, il y a eu assez peu de choses qui ont été commercialisées, en tout cas de films produits dans des univers vidéoludiques. Et donc, elle est séduite et elle rentre en coproduction très rapidement. Et à partir de ça, c'est assez facile d'aller déclencher les autres financements. Et donc là, on va s'adresser à la région, à la métropole et au CNC. Et on bâtit un plan de financement comme ça. Et, voilà. Et du coup, le projet s'est fait plus ou moins en 2 ou 3 ans, on va dire. Claire, est-ce que tu veux réagir tout de suite ou après quand on ait vu les 2 premières minutes de l'épisode? On montre? Alors peut-être à l'image, là, on a juste 3 extraits de la note d'intention.
Et alors, il n'y a peut-être pas besoin de faire de la paraphrase et de le lire ensemble, vous le lisez, mais c'est vrai que ce qui a retenu mon attention, c'est à la fois la porosité des frontières, les mondes où l'on peut sombrer, où on peut se réinventer, et puis le lieu de contrôle ou les lieux d'exitoire. Donc là, c'est l'ouverture. Alors, est-ce que peut-être tu contextualises, Boris ? Là, ce sont les 2 premières minutes qui correspondent à quoi ? C'est ce qu'on verra quand on... Je vais peut-être laisser Guillaume contextualiser, mais ça a changé le début. Enfin, je ne te l'ai pas dit d'ailleurs, excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais c'est plus tout à fait J'aime bien les mais surprises. c'est bien quand même. C'est une surprise. Et Guillaume, tu contextualises ou pas ? Il y a besoin ? Il va contextualiser. Il le fait maintenant ? Je sais Ou, pas, ou non. pendant l'extrait ? Mais non, c'est mieux. Hein. Ok. Tu veux que je contextualise l'épisode avant de le voir ou plutôt Non, c'est-à-dire là, ce qu'on va voir, est-ce que ça correspond à l'ouverture des 5 fois 20 minutes qu'on verra plus tard sur Arte ? Oui. Oui, Ça bien sûr. commencera comme ça. Ouais, C'est c'est le ça. début de la série. Victor Assier a 32 ans. Il est acteur, metteur en scène et comédien. Depuis qu'il a quitté Paris, Victor a du mal à trouver du travail. Ça va, Victor? Ça va ou quoi? Ouais. Du coup, ouais, nous, on t'appelait parce que du coup, ouais, on a un rôle à te proposer. Si ça Waouh. si ça te tente. Un nouveau rôle. Un rôle à me proposer. Ouais, ça se passe pas dans la réalité. Ça te dirait d'être payé à jouer à un jeu vidéo? Un jeu où, tu sais, les gens, ils font un jeu vidéo, les gens, ils font du roleplay. En fait, tu jouerais ta propre personne. Tu jouerais Victor Assier. Trop bien. Peut-être, Et attends, ce que je comprends pas, c'est. c'est un espèce de jeu où, en fait, c'est une simulation de vie où les gens, ils prennent des jobs, genre pompiers, policiers, les gens interagissent et Ok. sortent pas de leur rôle, tout ça. Voilà. Ok, Et ok. il y a des situations complètement pétées avec des trucs... Aujourd'hui, nous invitons Victor dans un nouveau monde. Une île où chacun joue un rôle inspiré de la vraie vie. Pourra-t-il y trouver un nouveau départ à sa carrière ? Là, je parle, là, je parle. Là, je parle. Quentin, ça tourne? Voilà, c'est vraiment l'ouverture. On verra tout à l'heure en conclusion un autre extrait. Donc c'est vraiment Arte. Dites-nous si vous voulez bien, comme on l'a fait tout à l'heure pour Kniss Island, en prenant cette image, peut-être nous dire aussi qui fait quoi, où vous êtes. Alors, Boris, on voit bien ce que tu fais des mails apparemment. Ouais, ça, c'est la blague de Guillaume normalement. Mais... Ah, pardon. Boris fait quoi à ce moment-là ? Boris, là, Ouais. il travaille, il cherche des sous, quoi. Parce que Victor est au Faut centre. produire. Non, ouais, là, en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup plus qu'avant. La personne que vous voyez au fond à gauche s'appelle Lionel. C'est quelqu'un qu'on a recruté. Du coup, on cherchait quelqu'un qui serait régisseur dans le jeu. Parce qu'en fait, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui avait les fringues de Victor, donc le personnage principal que vous voyez, dans sa voiture, à manger, à boire. Et en fait, il pouvait le trimballer un peu partout, suivant les rendez-vous qu'il avait ou les endroits où il voulait se rendre. Donc Lionel s'occupait de ça. Et c'était un petit peu mon rôle avant sur Kniss Island, où j'étais un peu chargé de faire tout ça. Et là, c'est quelqu'un qui le fait et il le faisait très très bien. Et là, il y a Quentin, qui est chef-op du coup sur cette série, que vous voyez en bas à droite, et qui regarde ça très bien. Et Victor, notre acteur, qui est au milieu. Il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de... En fait, c'est hyper important c'est très difficile d'arriver en fait à trouver un système qui permet qu'on puisse à la fois se regarder dans les yeux entre nous et à la fois regarder l'écran. Et en fait, tout ça se mélange et c'est assez particulier de garder une communication facile en fait. Quand il y a des écrans au milieu, quand il y a du son, quand il y a d'autres personnes qui vous parlent, c'est assez dur en fait de pouvoir se parler parce que souvent on doit dire à Victor voilà, on le dirige un peu d'une certaine manière. On essaye de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a envie de faire aussi. Donc c'est un jeu avec lui permanent entre sa personne et celui qui voudrait jouer. Et donc voilà, il y a ce système-là. Et juste avant, on était dans une autre configuration qui était un peu plus simple. Mais voilà. Et alors, la question vraiment qui sous-tend un peu le sujet de nos échanges et des précédents échanges aussi avec les scénaristes, est-ce que Victor Assier, ici, est en partie co-auteur du film ? Par les dialogues qu'il improvise, par les situations qu'il met en place, par les mouvements qu'il décide de faire lui-même ?
C'est quelqu'un en fait, c'est vrai que sur Nice Island, on découvre le monde à travers. Je me rassois peut-être. Oui. Et on découvre le monde à travers nous, en tant que documentaristes, nous trois. Et là, en fait, c'est à travers Victor qu'on va rencontrer ce nouveau monde. Et c'est quelqu'un qui, en fait, on lui propose déjà une sorte de quête qui est tu vas devenir acteur. Mais il arrive là, bon, il faudrait pas que je spoil la série, mais il arrive là-bas et ça se passe pas très très bien, on va dire. Et au fur et à mesure, en fait, il va essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qu'il a envie d'être, enfin, qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait là-bas. Et c'est toujours une recherche chez lui de savoir qu'est-ce qu'il a envie et puis nous aussi qu'est-ce qu'on aimerait bien raconter. Donc c'est un échange en fait permanent entre cet acteur qui veut jouer aussi, donc sa condition d'acteur principale en fait, elle prend le pas sur sa vraie personne parfois. Et nous en fait qui avons envie aussi de raconter ce Victor, mais qui il est en fait. Et c'est un peu une enquête sur lui et une enquête sur ce monde, un peu en simultané, je dirais. Je repose ma question parce que j'estime que tu n'as pas assez répondu à ma question. Indépendamment de l'aspect juridique de cette question, est-ce que Victor Assier est en partie le metteur en scène des scènes dans lesquelles il évolue? Ou est-ce que vous êtes... Enfin voilà, ma question est fermée. Je pense pas. Voilà. Je pense pas. Je pense que Victor, on lui demande de jouer. C'est un acteur, mais on essaie qu'il joue sa propre personne. Mmh. Et continuer à répondre à cette question serait un peu spoiler la série. Donc du coup, je vais m'arrêter. Pardon, on n'est pas assez dans la complicité, pardon. Et puis là aussi, l'autre question aussi centrale, quoi, pour moi, c'est le fait de créer de la dramaturgie avec cette matière. Alors dans le panneau suivant, on voit quelques éléments, même tout à l'heure pour Nice Island, je crois même qu'on a vu des post-it, comme on voit à chaque fois aussi pour les scénaristes, réalisateurs. Mais là aussi, l'écriture sérielle, comment vous la travaillez, peut-être en préparation, en tournage, mais surtout en montage, pour qu'effectivement, à la fin de l'épisode, on ait très envie d'enchaîner sur l'épisode suivant? Ouais, ça c'est pas facile parce que franchement, là je vais en parler d'une manière complètement amateur parce que c'est la première fois que je fais une série qu'on fait une série, pardon. Et du coup, au début, on a monté cette série par rapport à ce qui est arrivé à Victor, clairement. Et puis il y a une certaine évolution de son personnage au fur et à mesure des épisodes. Trouver des fins, comme tu dis, ou des débuts qui donnent envie d'aller voir plus loin, c'était pas forcément notre priorité, je dirais. Ça s'est fait un peu naturellement aussi à un moment donné, parce qu'en fait, on a tout monté un petit peu comme ça. Et c'était un gros truc qui faisait 2h30, etc. Et après, on a un peu coupé. Il y a des choses qu'on a déplacées. Il y a eu un petit peu quelque chose de logique qu'on a réussi à trouver sur ces 5 épisodes. Et il y a un petit peu des thèmes qui reviennent en fait à chaque épisode où on peut vraiment un petit peu scinder en fait son évolution. Mais j'avoue que comment on fait pour garder un spectateur d'un épisode à l'autre, ça je sais pas. Je pense que cette série, à mon avis, elle tient parce qu'elle est drôle aussi et qu'on a peut-être envie de voir le second épisode parce que ça nous a fait marrer, quoi. Et en même temps, il y a une profondeur qui va s'installer, mais on peut aussi le voir comme quelque chose de plus léger, quoi, je dirais. Et ces niveaux de lecture, en fait, ils nous permettent finalement d'aller essayer de toucher un peu pas mal de gens. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de faire sur Nice Island aussi. Et ouais, voilà. Claire et Sarah, ça va être à vous. Nathalie, est-ce que tu veux bien nous dire... peut-être je t'amène le micro. Ne bougez pas, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi. Il marche. Nathalie Semon, nous dire alors effectivement comment vous êtes le coup de cœur, disons, pour entrer en production, mais surtout comment ça résonne, comment cette production, cette série résonne avec d'autres productions de l'unité de création numérique dans laquelle on peut effectivement découvrir des œuvres singulières et innovantes. Oui, alors pour commencer, je pense que c'est important Est-ce qu'il est mieux que Nathalie se lève? Oui. Oui, c'est mieux que tu te lèves.
Oui, peut-être préciser d'abord que de là d'où je parle, parce que moi, Arte, j'œuvre plutôt au rayonnement des œuvres, hein, des coproductions de la chaîne, avec des acteurs très divers dans la cité, en lien avec le monde culturel. C'est un peu comme ça aussi qu'a commencé l'exposition de La Vraie Vie dans les partenariats avec les festivals, notamment Itinérance à Alès. Et, et donc, enfin, pour parler de l'intérieur de la chaîne, ce qui est important, c'est de dire, c'est qu'il y a une unité création numérique. Ça, c'est plutôt récent. Non pas que les équipes soient récentes, mais ça montre l'attention que la chaîne porte au développement de nouvelles formes narratives, d'innovation dans les dispositifs. Et ça, c'est très important. Et pour reprendre les mots de Marianne Lévy-Leblond sur le projet La Vraie Vie, très exactement, elle dit un coup de cœur pour un projet avec une exploration des écritures hybrides, fiction, documentaire, une démarche qui puise dans la vraie vie avec une critique sociale et la façon dont les jeux vidéo peuvent proposer des univers de fiction pénétrés par le réel. Et Arte a choisi de coproduire des programmes pour les plateformes numériques, arte.tv, YouTube, mais aussi pour Instagram, les réseaux, les chaînes sociales, TikTok, Snapchat aussi, et produit des séries courtes, documentaires, fiction, avec des lignes éditoriales qui correspondent aussi plus généralement aux lignes éditoriales d'Arte, c'est-à-dire qui traitent de culture, d'enjeux sociétaux, d'environnement. Voilà en gros, et qui a une démarche de relation avec les créateurs, avec des productions indépendantes, mais qui souhaite aussi s'ouvrir à des créateurs qui ne penseraient pas forcément à Arte, et qui essaie de développer comme ça des réseaux des liens pour recevoir des projets. Voilà. Et je voulais faire aussi un lien avec dans le secteur de l'innovation pour Arte, avec le jeu vidéo, pour signaler aussi qu'Arte est éditeur de jeux vidéo depuis 2010 et coproduit des jeux vidéo depuis 2010 et est éditeur depuis 2017 précisément. A coproduit 20 jeux vidéo à raison de 2 ou 3 par an, et souhaite aujourd'hui non pas augmenter ce volume, mais plutôt les rendre encore plus accessibles, les faire connaître du public. Et pour dire à quel point aussi le jeu vidéo est entré dans une nouvelle relation avec le cinéma, pour rejoindre le thème de la rencontre. Il y a par exemple le film qui est sorti cet été en salle, qui est une coproduction d'Arte, It's the Night, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, voilà, qui se déroule aussi dans un jeu vidéo, on peut dire. Et il y a aussi un court-métrage de Caroline et Jonathan qui était présenté à Venise, que Arte a préacheté, et que je vous invite à découvrir à Cinémed très prochainement, qui sera projeté dans le cadre d'une carte blanche au court-métrage d'Arte. Et voilà, qui dit vraiment à quel point le jeu vidéo est un tournant d'innovation pour une chaîne comme Arte, et comment on le retrouve à divers endroits, autour des écritures notamment. Merci. Le court-métrage, c'est La fille qui explose ? C'est ça, pardon, je n'ai pas dit son titre. Qu'on pourra voir à Cinémed. Et puis, merci beaucoup Nathalie pour ta présence. Et tout à l'heure, de manière plus informelle, d'ici à peu près 30 minutes, on échangera aussi avec toi un verre à la main, Claire et Sarah. Claire, c'est un sujet que tu connais bien, à la fois en tant qu'enseignante. Tu as écrit à la fois des articles, participé à des colloques, mené des conférences sur le sujet. Et il me semble, Claire, que les 2 projets présentés, Kniss Island et La Vraie Vie, s'inscrivent dans une histoire déjà assez ancienne, mais avec une singularité, de mon point de vue, remarquable. C'est aussi pour ça qu'on a ce plaisir aussi à être aussi proche de ces projets. Une singularité dans la forme des films, dans leur esthétique, dans leur mise en scène aboutie. Comment tu veux rebondir, réagir, enchaîner ?
En fait, oui, c'est... Enfin, par rapport au titre, disons, de la rencontre, un nouvel art, pour moi, c'était déjà bien exploré dès le milieu des années 90, ce croisement entre cinéma et jeux vidéo. Le terme même de machinima a été forgé en 2002 par Hugh Hancock, et c'est vraiment un mot valise qui associe, qui dit déjà l'hybridation évidemment entre machine et cinéma et animation. Il y a les trois tenants dans ce terme-là. Et il y a eu vraiment un développement, un essor très très fort au milieu des années 2000, essentiellement, des machinima. Avec, au départ, moi, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était des productions totalement autoproduites, qui proviennent des amateurs, qui proviennent des joueurs. Je dis joueurs parce que c'est beaucoup d'hommes au début, mais il y a aussi, j'ai une chouchou, c'est une joueuse, Lainey Voom, qui a fait des machinima plutôt expérimentaux. Et ce que j'aime beaucoup dans cette forme en général, c'est précisément comment ça décloisonne les genres, les pratiques, même les usages, puisque de joueurs ou joueuses, on passe à créateurs, créatrices, ou même caméraman à l'intérieur du jeu. C'est ce côté vraiment de décloisonnement qui me paraît, et d'appropriation créative d'un média déjà existant, qui me paraît vraiment extrêmement intéressant dans les productions qu'on appelle machinima. Et encore plus, il me semble, en les ayant étudiées, lorsque, moi j'appelle ça les nouvelles écritures du réel, lorsque on questionne des problématiques documentaires. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, mais vraiment, dans alors même le premier, parce que le premier, que le court-métrage, moyen-métrage que vous avez fait, c'est les prémices un peu de Knit Island pour moi. La séquence du bug est géniale. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais... dans Knit Island, moi, ce que je connaissais des machinima, il n'y avait pas de production aussi... Là, il y a un producteur, un vrai producteur, un super producteur sur ces projets, une visibilité dans les salles. Moi, tout ce que j'ai connu, il n'y avait pratiquement pas de visibilité dans les salles, ou alors dans des festivals très spécifiques, ou sur des plateformes comme machinima.com. Il y avait une vraie reconnaissance institutionnelle quand même au milieu des années 2000, avec même une académie des arts du machinima aux États-Unis. Donc, c'est pas si inconnu. Là, ce que je trouve vraiment étonnant dans la démarche Knit Island et puis maintenant La Vraie Vie, c'est l'accointance avec des médias comme des salles de cinéma, des producteurs de cinéma, une chaîne de télé, un groupe audiovisuel comme Arte. Et ça produit des choses extrêmement à la fois intelligentes, originales, très très créatives, qui requestionnent l'image, qui requestionnent le genre documentaire, ou la catégorie documentaire. Le rapport au réalisme, d'un point de vue philosophique, il y a plein de questions qui émergent de ces productions, d'un point de vue sociologique aussi. Moi, j'étais vraiment... et puis, esthétiquement, il y a une vraie patte dans les trois films, vraiment extrêmement original. Bon, vous avez compris que j'étais fan, le numéro 1 du fan club. Et puis, alors là, pour le coup, on parlait de l'écriture sérielle. La Vraie Vie, j'ai vu un épisode. Il me tarde vraiment d'avoir la suite. Il y a un côté presque surréaliste avec la confrontation avec les vrais gens, les vrais joueurs, parce que c'est beaucoup d'hommes, il me semble. Qu'est-ce que ça provoque aussi, cette rencontre entre un acteur professionnel, des joueurs qui jouent eux-mêmes à des jeux, donc il y a une sorte de mise en abîme ou de poupée russe, de rôle, de simulation. Donc c'est très stimulant intellectuellement quand on est chercheuse comme moi. Bon, je travaille que sur des objets hybrides, jamais sur du cinéma à proprement parler.
Et donc, il y a toujours une dimension un peu expérimentale de fait par rapport au choix de ce dispositif. Et pour moi, ce sont vraiment des objets dispositifs inclassables, et c'est ce qui me plaît. Je veux laisser la parole à mes Non, c'est très bien, mais juste, tu as eu la gentillesse aussi de attirer mon attention sur quelques œuvres. Est-ce que tu peux là aussi Alors, il y a plein de choses extrêmement intéressantes, et ce qui est très étonnant, c'est le dynamisme du genre ou de la pratique du machinima. Donc, vous avez compris, hein, c'est un film linéaire fait dans un jeu vidéo ou dans un univers tridimensionnel en temps réel. Donc là, par exemple, Trashmaster, c'est un film au départ, c'est un étudiant qui veut absolument faire du cinéma. Il galère pour trouver un producteur. Il n'a pas d'argent. Il joue à GTA 4, celui-là. Il trouve l'univers génial visuellement parce que déjà GTA 4 s'est inspiré beaucoup du cinéma, Michael Mann, des thrillers, des films d'action. Donc il y a déjà une dimension extrêmement cinématographique dans le jeu de GTA 4. Et il décide de réadapter son scénario. Il avait un scénario de long métrage qui montrait tout le temps des producteurs. Il ne trouvait jamais de financement. Il décide de réadapter son scénario en faisant que le personnage devienne américain. C'est un éboueur qui est justicier, éboueur le jour, justicier la nuit. Et le jour aussi d'ailleurs. Et ça devient un long métrage de fiction cette fois, qui lui a coûté 500 €. Bon, mais il a tout fait évidemment. Donc c'est l'autoproduction, les 500 €, c'est des disques durs pour stocker les séquences de jeu, et c'est la voix off d'un Américain pour faire voilà. Et cette dimension que je trouve extrêmement intéressante dans ces productions, c'est aussi le brouillage des frontières entre les pratiques d'usage et les pratiques de création, entre les amateurs, les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles. Ça vient au tout début des scènes démo des années 80 qui visaient à une sous-culture de l'informatique visant à s'accaparer, s'approprier des logiciels à des fins artistiques. Et ça, de détourner du code, de faire de la programmation à l'intérieur d'un jeu pour glitcher le jeu ou je ne sais quoi. Et ça produit vraiment, d'un point de vue esthétique et souvent aussi narratif, quand il y a une dimension narrative, des choses, moi je le trouve tellement original par rapport à des films souvent très... Enfin, pas tous, hein, évidemment, mais pas des films traditionnels. Moi, c'est ce que j'aime là, c'est le côté innovation formelle et narrative, et le fait que ça casse précisément les catégories, ce que malheureusement, enfin moi j'ai fait une école de cinéma avant, assez vite ça m'a gonflé d'écrire des dossiers où il fallait que je catégorise mes films. D'ailleurs, un jour, un prof m'a dit « Ah, mais je ne peux pas corriger ton scénario. Je ne sais pas ce que c'est de l'expérimental, du documentaire. » Je dis « Mais c'est de tout. » Et là, je trouve qu'on a la place de développer, justement, de sortir des cadres. C'est vrai que quand on dépose des dossiers, souvent, on a des catégories un peu assignées. Donc, c'est compliqué, j'imagine, à financer ce type de forme, mais c'est tellement intéressant pour le public et pour la chercheuse que je suis. Sarah, est-ce que tu veux bien enchaîner? Tu as vu le film tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous partager des réflexions et de ce que... Je ne sais pas si mon micro marche. Si. Oui. Et puis également sur ce qu'on se dit depuis 3/4 d'heure maintenant. Ouais. J'ai pris des notes dans le noir, donc ça n'est absolument pas lisible en fait. Parce que, alors j'avais plein de choses à dire en amont. Je peux commencer par réagir au film effectivement. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est-à-dire la créativité qui se développe dans ces formes-là, hybrides, machinima, etc. Je pense que ce qui est très visible dans votre film, je te vous vois, non, c'est vous deux, c'est vraiment le montage et ce que vous avez fait comme travail de montage. Et le montage, c'est l'outil, par définition, c'est l'outil du cinéma. Et donc se réapproprier des codes, alors oui, on pourra en parler après, se réapproprier des codes du jeu vidéo. Donc là, vous utilisez ce qu'on appelle les 3C, donc pour ceux qui jouent au jeu, donc notamment la caméra, qui fait partie des 3C, et le personnage, character. Et vous utilisez ça et vous le transformez et vous utilisez le montage comme outil du cinéma pour se réapproprier des outils du jeu vidéo. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on reviendra peut-être sur les exemples là.
Mais en fait, vous vous réappropriez ce que les designers ont pensé pour vous. C'est-à-dire que de toute façon, l'univers de DayZ ou de Daisy, moi je dis Daisy ou d'autres univers comme Baldur's Gate, etc., sont des univers qui sont créés par des gens qui codent, des gens qui développent, etc. Donc ils vous donnent une boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, c'est avec ça que vous allez pouvoir faire quelque chose. Et je dis toujours que la créativité vient de la contrainte. Et là, vous avez plein de contraintes et vous vous en servez pour créer un format différent. Et du coup, tous vos films seront différents parce que tous les jeux sont différents et les jeux proposent différentes boîtes à outils à chaque fois. Donc j'ai trouvé ça brillant, vraiment, à plein de niveaux. Et d'un point de vue sociologique aussi, et là c'est vraiment plus général, il y a un moment où il y a un personnage, j'ai oublié son nom, mais celui avec le masque tête de mort. Chip, ok. Chip qui a une réflexion et qui parle d'escapism. Et l'escapism, il n'y a pas d'équivalent en français. L'escapism, en français, je crois que j'avais vu, alors peut-être que tu sauras me dire, mais le terme français équivalent, c'était retrait immersif, je crois. Ça ne veut pas dire évasion. Non, c'est pas très joli. Escapism, en anglais, c'est vraiment la notion d'évasion, mais par le virtuel. C'est-à-dire que ça s'applique aux univers virtuels, notamment aux jeux vidéo, surtout aux jeux vidéo. Et c'est cette idée qu'on s'échappe dans le jeu, on s'échappe dans le virtuel, peut-être des fois pour échapper à des problèmes personnels ou au contraire essayer de les régler dans l'univers virtuel. D'où le jeu de rôle, d'où le fait de prendre une autre forme. Alors votre espèce d'Harley Quinn du début, je l'ai trouvé extraordinaire. Iris, c'est ça ? Iris qui est complètement déjantée et en même temps je me dis la personne qui est derrière son micro et qui a créé ce personnage-là, elle est totalement dans son rôle, c'est assez fascinant et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, on pourra en parler un peu, mais dans les jeux de rôle sur table en fait, d'où viennent les Donjons et Dragons, donc d'où viennent par exemple des jeux comme Baldur's Gate 3 et les autres. Donc il y a cette notion d'escapism et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Nancy Houston, l'écrivaine, qui dit nous sommes des récits ambulants. Et c'est cette idée que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice par essence, qu'on est la seule espèce qui se raconte des histoires, qu'on a fait société autour de ça, et que ce besoin-là de se raconter des histoires et donc de s'échapper éventuellement dans des univers virtuels, c'est un besoin qui est vital. Donc en fait, ce que je trouve très beau dans votre projet, et ce que je trouve très beau quand je vois des gens qui jouent en ligne, c'est cette espèce de pulsion de vie. Parce qu'on dit toujours les geeks qui s'enferment dans leur chambre et qui travaillent sur leur truc. Bon. Je suis au contraire persuadée que c'est des gens qui cherchent à créer encore plus de vie parce qu'ils en ont trop en eux. Il y a un espèce de débordement. Donc je ne pense pas qu'on s'échappe du réel quand on va dans le virtuel. Je pense qu'on essaye d'en créer d'autres. On est dans la démarche de création constante. Donc vous avez réussi à sublimer ça par le film et je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel ce que vous avez fait comme travail. Et ça, c'était des notes prises dans le noir. Et ça non, une partie, si la partie sur le montage, non. Après l'escapism, tout ça, c'est des choses que bon. Et que comme Claire aussi, je t'ai posé la question aussi de jeux auxquels tu penses à la fois sur la question du role playing game, et tu m'as cité cela. Est-ce que tu veux peut-être les commenter ? Alors, je peux commencer par les Sims parce que les Sims, c'est un jeu auquel on joue en solo. Il n'y a pas de multijoueur dans les Sims, pas à proprement parler. Il n'y a pas de système qui permet de jouer en multijoueur. En revanche, les Sims, moi, les premiers machinima que j'ai regardés sur YouTube, c'était des machinima qui venaient des Sims. Et il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était la mise en scène de la mort. C'est-à-dire que les gens faisaient des scénarios de vie très poussés pour leurs Sims jusqu'au moment où ils mettaient en scène leur mort. Et il y avait tout un truc, des fois ils invitaient des gens pour l'anniversaire du Sims et ils mettaient en scène son décès par incendie au milieu de tout le monde. C'est horrible. Mais en même temps, il y avait une esthétique, il y avait quelque chose. C'était dès les premiers qui étaient sur YouTube. Ça continue. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font vraiment des parcours générationnels de Sims à partir de leur partie. C'est assez génial à regarder, avec des vraies histoires. Et pour moi, les Sims, en fait, ça représente la maison de poupée virtuelle la plus poussée, vraiment. Il n'y a pas d'aspect multijoueur, donc on ne peut pas pousser cet aspect social un peu extra virtuel, mais il y a quand même un aspect, c'est vraiment quand on est gamin, qu'on prend un dinosaure et une poupée et qu'on les fait interagir et qu'on crée quelque chose avec ça, les Sims permettent ce genre de choses. Et là, on revient sur l'idée que les designers ont donné une boîte à outils aux joueurs, à la joueuse, et lui ont permis de faire des choses avec ça. C'est aussi ce qu'on appelle le systémique dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que plus on propose des systèmes différents aux joueurs, plus il peut interagir avec ces systèmes entre eux, et plus il crée des choses que des fois les designers n'avaient même pas vu venir. Et ça, c'est assez génial. Alors, je pense aussi à votre psychopathe Iris, là, avec son espèce d'homme poupée. Bon, voilà, elle utilise un idol, c'est-à-dire une position
position du personnage virtuel qui est permise par le jeu, donc en l'occurrence la position couchée dans laquelle il est, et ils utilisent ça pour objectifier le personnage. Enfin, c'est utiliser les outils qu'on nous donne dans le jeu pour en faire quelque chose d'autre. Donc les Sims, pour moi, c'est vraiment la quintessence de ça. Et pardon, Sarah, mais oui, pardon, il y a 3 jours, j'ai vu sur Le Monde cette information qui est liée à cette... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps aussi. Ouais. Comment tu l'appréhendes ? A priori, ça va être. Je pense qu'ils vont partir sur la même idée que Barbie. Hein, c'est je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas très longtemps qui me parlait de Barbie, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont pousser. En fait, normalement, quand on adapte des jeux vidéo, quand on fait du transmédia, on adapte un univers, c'est-à-dire un univers un petit peu définissant, on va dire, même si ça veut pas, qui est très caractéristique, qui est très reconnaissable. Par exemple, l'univers de Baldur's Gate. Le problème avec les Sims, c'est que l'univers en soi, c'est le nôtre. On est dans des univers qui sont très proches du nôtre, donc il n'y a pas d'éléments différenciants. Le seul élément différenciant dans le lore des Sims, le lore, c'est l'univers fictionnel, c'est la langue, le Simlish, parce qu'ils parlent dans une espèce de rien. C'est un bavardage en fait qui ne veut rien dire, mais c'est le Simlish, donc c'est une langue en soi. Bref, donc la seule chose qui ferait quelque chose d'éventuellement pertinent, c'est d'utiliser ce Simlish dans un. Je sais pas comment ils se débrouilleraient, ça pourrait être très intéressant. Donc je sais pas, j'ai pas d'infos, insiders comme on dit. Mais voilà. Bon non, mais c'est intéressant. On verra ce qu'ils vont en faire. Mais en vrai, c'est encore une fois la boîte à récits ultime. Donc je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'univers des Sims. Il n'y a pas de limite. Et puis sur les deux autres, après, c'est vrai que World of Warcraft, on est sur ce qu'on appelle des univers persistants, c'est-à-dire des univers, des mondes virtuels qui continuent à évoluer, même quand le joueur n'est pas connecté. Et dans cette optique-là, quand on revient dans un monde persistant, parfois une maison qu'on a commencé à construire a été détruite par un autre joueur, ou alors éventuellement, si on revient beaucoup plus tard dans le jeu, une ville s'est construite autour. Donc il y a vraiment une évolution qui fait qu'on a vraiment cette impression que le monde évolue et continue à évoluer comme un monde réel. Quand vous retournez éventuellement voir votre maison d'enfance, quelqu'un l'a détruite et voilà. Donc je pense que ce qui fait aussi la richesse d'univers comme World of Warcraft et particulièrement World of Warcraft, c'est cette persistance. Et sur Baldur's Gate, donc du coup on n'a pas cet aspect multijoueur comme sur DayZ avec vraiment tout le monde qui peut se connecter en même temps. Je crois que c'est 3 maximum en même temps, 4, je sais plus. Donc on a moins cette notion de on peut croiser n'importe qui, n'importe comment. On a cette notion hyper dramaturgique de tension. Et il y en a un qui le dit, à un moment donné, c'est génial parce qu'on est dans un mode contemplatif. Il y a plein de jeux qui le permettent. On a des moments très, très lents, très, très doux. Et puis d'un coup, ça va arriver et ça va nous tomber dessus. Et il le souligne très bien. Baldur's Gate, on a moins ce côté-là puisqu'on n'a pas de tension qui vient de l'extérieur. En revanche, le jeu, c'est un jeu à embranchement, donc il y a énormément de choix, énormément de possibilités. Toutes les sessions de jeu sont différentes. Pas 2 joueurs qui vivent la même chose, même quand ils sont ensemble dans le même univers. Et ça, je pense que c'est un des rares. Il y en a eu plusieurs des RPG comme celui-ci, donc role-playing games. Qui sont adaptés des Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons, donc le modèle Donjons et Dragons, qui est un modèle de jeu de rôle sur table, qui est né dans les années 70, qui a été adapté donc, sur des formats vidéoludiques comme Baldur's Gate 3. C'est un format qui vraiment est pour moi la quintessence du jeu de rôle et de la création de fiction par le jeu. Parce que du coup, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle sur table, et particulièrement les Donjons et Dragons, c'est vraiment on se crée un personnage, on évolue dans un univers avec ce personnage-là, et il y en a qui jouent au même jeu avec les mêmes personnes pendant 10 ans, et qui se réunissent tous les dimanches ensemble, et qui font une partie qui dure 3 heures, et ils continuent leur histoire. Donc il y a vraiment une notion de co-écriture et de co-création aussi entre les gens. Je m'arrête là, sinon j'en ai pour 2 heures. Non, c'est très bien. C'est très bien, je vous remercie. Je t'en prie, Claire. Non, je voulais juste... Et Jérôme, ce sera à vous dans 45 secondes. Le pauvre Jérôme. Juste revenir à la diapo précédente, parce qu'en fait, j'ai rien dit des productions. C'était pour dire la richesse des productions potentielles. Je me suis arrêtée là. Bon, ça, c'est mon chouchou. Bon, je l'ai déjà dit, je le dis tout le temps, mais à la fois, les chouchous. C'est une série de 2 épisodes de Larry Ashampong et David Blendy. C'est dans GTA V et c'est une réflexion Finding Fanon sur les écrits
qu'on croyait perdues, notamment des pièces de théâtre de Frantz Fanon. Et c'est une relecture, en quelque sorte, à la fois de ses écrits, mais aussi une réflexion sur les conséquences du colonialisme actuellement, eux-mêmes sur leur identité mixte. C'est vraiment... donc, plutôt, c'est autour de 20 minutes, hein, mais c'est une série, donc c'est pour vous dire des thématiques abordées très curieuses, étonnantes par rapport à Machinima, et c'est vraiment dans un mode contemplatif. Donc il n'y a absolument rien du GTA qu'on peut connaître si on est joueur ou joueuse. Ce n'est vraiment que de la contemplation. Là, c'est parce que c'est Alex Chan, qui est quand même un réalisateur français, qui dès 2005 avait fait des Machinima à visée documentaire. Et là, je le trouve hyper intéressant, French Democracy, parce que alors il se sert de The Movies, le fameux jeu dans lequel on propose d'être producteur hollywoodien et de faire le meilleur film possible, qui fera des entrées, etc. Et il détourne ce jeu pour parler des émeutes qu'il y avait eu dans la banlieue en 2005 et pour faire un contrepoids à l'image médiatique de la télé. Est-ce qu'on montre de hyper spectaculaire, les voitures qui brûlent, enfin toujours le côté spectaculaire. Et donc il utilise ce jeu pour avoir un autre discours par rapport à ces émeutes de banlieue. Après, il a fait The World of Electors pendant les élections de 2007 présidentielles, où c'est des avatars et il interviewe sous une forme de micro-trottoir des habitants de Seine-Saint-Denis. Et ça aussi, c'est hyper intéressant de revisiter des formes télévisuelles comme le micro-trottoir. Et ça, chouchou aussi, c'est une fille, Lainey Voom, qui a fait beaucoup de machinima dans les années 2005. Et The Stolen Child, c'est... dans The Second Life, elle a fait beaucoup de choses dans Second Life. C'est une sorte de revisite du poème de Yeats. Et c'est un film extrêmement expérimental, poétique et contemplatif, très court, 5 minutes, splendide. Voilà, je me tais. C'était pour redonner mes exemples. Merci. Jérôme, votre regard nous intéresse, à la fois sur les projets qui viennent d'être présentés de Kniss Island et la vraie vie, et sur cette interaction plus large entre fiction, récit, personnage dans les jeux vidéo. Mais est-ce que vous voulez bien nous présenter d'abord aussi votre chaîne, Exitium, et les vidéos que vous partagez, à la fois dans lesquelles vous analysez des jeux vidéo et des films, ceci de manière précise, ludique, très généreuse aussi, en nous plongeant aussi dans des références multiples, littérature, cinéma. Ouais. Alors, on a fait ça du coup avec mon meilleur ami que je connais depuis toujours. On est très passionné du coup par les jeux vidéo, les films. On aime beaucoup la littérature de science-fiction et on a créé donc cet univers post-apocalyptique avec ces deux personnages qui, en gros, ont un regard sur la culture que nous, on a connue dans notre réel, donc plus les années 90, les années 2000. Et en gros, c'est la culture actuelle vue par des personnages qui vivent dans un monde post-apocalyptique. Et on parle du coup de notre passion pour les œuvres dystopiques qui ont bercé notre culture. Et alors en fait, je suis un poil contrarié parce qu'en fait, ces 3 images à droite étaient en mouvement normalement, mais c'est pas grave. On vous voit fixe et puis voilà, vous pouvez aller voir la chaîne et voir l'ensemble de ces vidéos. Et alors sur ces échanges que nous avons, à la fois sur les projets, sur la vraie vie, de ce que vous voyez et de ce que vous chroniquez, partagez avec les personnes qui regardent, quelle réflexion cela vous inspire ? Je crois qu'avec mon meilleur ami Logan, on a vu le début des machinima sur YouTube. Et ça commençait avec des vidéos qui se faisaient sur le mode Forge de Halo. Il n'y avait pas encore de vraies techniques pour cadrer ça. Donc c'était très, pas amateur, mais il y avait quelque chose de très rugueux en fait, dans la façon dont on avait fait ces vidéos. Mais il y avait quand même la volonté de transmettre une fiction à travers ça. Et aujourd'hui, on voit que la technique elle a complètement évolué avec par exemple des outils comme le Gmod. Ou alors comme vous avez réussi à faire sur le moteur de Bohemia, on peut avoir des rendus qui sont absolument vraiment impressionnants et très très immersifs. Et c'est marrant de voir comment le média du jeu vidéo aujourd'hui arrive à devenir une nouvelle forme, comme pourrait l'être le stop motion, comme pourrait l'être l'animation, mais pour exprimer une histoire à travers la fiction et donc pourquoi pas aussi le documentaire. Donc on voit des projets de plus en plus qui sont vraiment dans une maîtrise technique qui sont très intéressantes.
Et on arrive à raconter des nouvelles formes d'histoire de par ce média. Et quand on suit en tant que spectateur un jeu qui a lieu devant nous en direct, dans quelle mesure cette position qu'on a nous en tant que spectateur renvoie à celle d'un spectateur qui regarderait une fiction, sachant qu'on peut interagir? Alors, c'est une question qui est très complexe parce qu'aujourd'hui, on peut être également spectateur d'autres personnes qui jouent, ou alors on peut être également joueur, donc finalement acteur du jeu. Et toute la question du roleplay, elle a une place qui est très importante dans les nouvelles œuvres, donc, comme ce que vous avez fait aussi sur Knight Island. La dimension du roleplay, elle joue une place qui est très importante dans le récit. Nicolas Gus et François. Alors François, je sais que tu dois... Est-ce que ça va encore au niveau du... tu as encore quelques minutes? Est-ce que tu veux bien... Tac, j'avance ici. Ça, c'est Nicolas. Pardon, alors attends, hop, j'avance pour toi, François. Est-ce que tu veux bien peut-être nous partager quelques réflexions aussi sur les propos tenus par les différents invités et nous dire aussi, avec ta connaissance et votre connaissance à vous deux, Nicolas et François, votre connaissance fine de la production de jeux vidéo en région et nationalement. Est-ce que ce que tu connais, ce que tu vois, comment ça résonne? Est-ce qu'il y a des échos avec ce qui vient d'être dit sur les deux projets présentés? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est cool. Merci déjà pour tout ça, parce que c'était très cool. Merci pour la prise de parole. Donc ouais, pour resituer, moi je suis François, je suis délégué général d'une association qui s'appelle Push Start, qui est l'association professionnelle de l'industrie du jeu vidéo sur l'Occitanie. Donc on va travailler avec des acteurs qui font, qui vendent, qui feront demain, ou qui forment les gens qui feront demain les jeux vidéo. Et il y a pas mal de choses qui sont connectées à cet univers. Et du coup, ce qu'on vient de voir ce soir, c'était totalement dans cette thématique. C'est super intéressant. Par rapport à ce qui a été dit même ce soir, j'ai relevé plusieurs choses, mais j'en ai deux qui m'ont bien fait marrer. Enfin, il y en a une qui m'a bien fait marrer, c'est le régisseur. Je trouvais ça génial d'avoir un régisseur in-game. Vraiment, je trouvais ça trop cool. Et j'essaie de m'imaginer tout ce qu'il a dû faire. Ça devait être vraiment top, quoi. Enfin, c'est super cool d'y repenser. J'avais même pas envisagé ça avant, alors qu'en fait, ça paraît évident après coup. Et voilà. L'autre aspect qui m'a intéressé, c'est sur DayZ, justement. Je connais peu le jeu, mais c'est un jeu qui vit encore aujourd'hui et qui produit des contenus régulièrement. On peut faire le parallèle avec World of Warcraft ou d'autres, hein, mais c'est marrant quand on revient une fois par an, 3 mois, pendant 3 ans. Vous avez figé une version sur laquelle vous tourniez ou à chaque fois vous reveniez jouer une game en ligne. Du coup, en fait, ça veut dire que potentiellement tout l'univers évolue à chaque fois. Et donc ça veut dire qu'on doit s'adapter. Enfin, ça peut potentiellement avoir un impact sur ce que vous aviez prévu en fait 2 ans. Bien sûr, ouais. Tout le monde a évolué. Le jeu a évolué aussi beaucoup. Je me rappelle d'un truc un peu drôle aussi qui a été très compliqué, c'est qu'il y a eu l'apparition de la buée devant son avatar, qui nous a beaucoup embêté en fait pour tourner. Bon, on a réussi à trouver des solutions. On a allumé des feux à côté de notre personnage pendant qu'il tournait. Enfin voilà, ce genre de choses. Le régisseur du coup, toujours. Et oui, effectivement. Et puis la communauté de départ, qui était un serveur qui s'appelait Le Village, qui avait une certaine éthique de jeu, qui voulait faire du jeu de rôle, c'était des gens qui avaient un certain âge aussi, etc., était perdu. Mais on a réussi à la retrouver à certains endroits, sur d'autres lieux, au fur et à mesure, puisqu'il y avait toujours quand même ces joueurs qui veulent aller plus loin, qui veulent aller aussi sur de la création vraiment, et on a réussi à les suivre jusqu'au bout. Et maintenant, voilà, je pense que eux, ils ont un peu terminé, les joueurs qu'on voit là. Mais ouais, ça a été bien de pouvoir voir qu'en fait, ils avaient conservé en tout cas leur... qu'est-ce qu'ils voulaient en tout cas faire du jeu vidéo et comment ils voulaient faire intervenir le jeu vidéo dans leur vie en fait aussi, je pense. Je trouve ça super intéressant. Et puis ça doit être croisé en plus avec d'autres choses. J'ai vu ça en regardant les dernières news de Daisy. J'avais vu un cross avec Payday. Du coup, ça doit mettre un bazar aussi dans ta possibilité esthétique et tout. Je pense que ça devait être assez fou à vivre et de rencontrer ces gens tous les ans et de revivre un truc avec eux dans la durée, ce qui est rare, de 3 mois en bloc. Ouais, super cool, super intéressant. Et le film était... Moi, je l'avais vu avant, mais donc je pense pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé depuis. Mais super intéressant. Par rapport à ce que nous, on peut observer sur la partie industrie du jeu vidéo, ce qui est marrant, c'est de constater une hybridation à plusieurs niveaux, entre plusieurs médias, formes de création, on va dire.
avec des aspects qui sont parfois très scriptés, très industriels, ça a été évoqué je crois par Sarah tout à l'heure, sur le côté, les gens qui ont fait le jeu ont pensé à faire ça, et ils n'ont pas pensé qu'on allait l'utiliser comme ça, ou qu'on allait à ce moment-là dans le jeu faire ceci. Et c'est super intéressant de voir justement comment ça se fait approprier par des communautés. Là, vous avez une version qui est figée, en fait, une histoire qui est créée avec des gens que vous connaissez pas et qui, quelque part, ont participé complètement pas à l'écriture, parce qu'ils n'ont pas écrit le truc, mais ils ont participé totalement en tant que... Tu sais pas où ils sont, en fait. Tu sais, ils sont acteurs, ils sont réels, ils sont participés à quel niveau, je sais pas, mais c'est super intéressant de voir que c'est pas vous qui avez maîtrisé l'intégralité de la création du truc. Et c'est un format qu'on va retrouver énormément, ce que tu évoquais tout à l'heure, avec la pratique du jeu en ligne, avec les streamers, les streameuses qui vont proposer une expérience de jeu, et il y a des gens qui vont les retrouver régulièrement, et en fait, tu vis le jeu d'une certaine façon à travers ce que fait la personne qui joue à ce moment-là. Et en même temps, elle jouerait pas peut-être comme si elle jouait toute seule. Parce qu'il y a des gens qui regardent et il y a une interaction qui se fait avec le chat, il y a des allers-retours, il y a en bien, en balle, peu importe d'ailleurs. Tu vas retrouver des joueurs en ligne en même temps qui sont en train de te parler dans le chat. Et voilà, c'est toute une dynamique comme ça que je trouve assez intéressante en termes de... On ne sait plus trop où on est en fait. On ne sait plus trop où on se trouve entre le cinéma à proprement parler, le jeu vidéo à proprement parler, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera en termes d'acquisition. Sur la région, on a la chance d'avoir énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui se sont installés sur les dernières années. Et nous, du coup, on essaye aussi de recréer du lien avec cette communauté, de créer du lien avec ces acteurs-là pour arriver à faire en sorte que les personnes qui fabriquent les jeux puissent peut-être construire avec elles d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, quoi. Voilà, c'était un peu long, mais ça va. Non, ça va. Parfait. C'est juste Laetitia qui me regarde fixement, mais ça va très bien. C'est très bien. Et à ma droite, Nicolas, même question. Si tu veux bien d'abord nous présenter French Tech Perpignan, NTWU, et puis peut-être nous partager 2-3 réflexions. Avec grand plaisir. Tu as le temps, tu as 35 secondes, c'est génial. Parfait, je vais le faire vite au format pitch. La French Tech, c'est une association à Perpignan qui vise à identifier un écosystème d'entrepreneuriat tourné autour de la tech, autour de l'innovation et autres. Enfin, je dis à Perpignan parce que moi je suis le président de celle de Perpignan, mais en fait il y a une 60aine de hubs French Tech un peu partout dans le monde, et c'est un label qui a maintenant beaucoup de puissance, qui marche bien et qui permet vraiment d'accompagner des boîtes et de leur permettre d'avoir de la visibilité au niveau national et international sur l'entrepreneuriat et les projets qu'ils portent. Et je suis le CEO à côté de NTWU. C'est une agence événementielle qui est dédiée au monde, essentiellement au monde de l'e-sport. En fait, historiquement, j'ai créé Draconia en 2008. Pour ceux qui connaissent le jeu Trackmania, on a organisé le plus gros tournoi de Trackmania aux côtés de Zerator avec cette association. Et puis en 2017, elle s'est transformée en société puisqu'on avait déjà fait énormément de projets. On avait quelques 300 événements dans nos pattes et on en a fait 300 de plus avec la société. Moi, je voulais vous dire que franchement, j'ai été soufflé. Je ne suis pas sûr que j'ai tout aimé dans le film parce qu'il m'a rappelé énormément de choses qui ont marqué ma jeunesse. Moi, j'ai commencé à jouer sur Atari il y a 35 ans. Donc j'ai redécouvert tout un bout de ma vie sur plein d'endroits différents. Enfin, oui, voilà, c'est ce moment où j'étais trop geek au lycée, ce moment où j'étais encore trop geek à l'université. Et après, maintenant que je bosse dans ce monde-là, ça m'impressionne de voir à quel point vous l'avez poussé, ce que vous avez emmené. Et moi, ma réflexion que j'emmène, alors vous y répondez ou pas en tout cas, mais moi ce qui me bluffe, c'est de voir qu'il y a eu dans le jeu vidéo énormément d'évolution des jeux vidéo et de création de nouveaux jeux vidéo au travers d'anciens. On a vu comme ça des jeux qui se sont lancés, qui ont vu émerger des modes créés par la communauté, qui se sont transformés en futurs jeux après. Est-ce que vous pensez, d'après vous, que ce que vous êtes en train de faire va créer des futurs films, des futures productions, des futurs... en fait, va créer des nouveaux métiers, des nouvelles façons de relancer un peu tout ça. Et en fait, moi, c'est peut-être maintenant mon œil de technicien qui monte des scènes, fait des lives, crée des stands, qui voit ça et qui est bluffé. Et j'ai découvert en plus, grâce à vous tous ce soir, énormément de nouvelles choses que je ne connaissais pas parce que j'étais largement pas assez renseigné sur le machinima, sur ses capacités autres, etc. Et je me dis qu'il faut vraiment trouver des solutions pour le promouvoir encore plus. Donc d'ailleurs, on gère le stand Jeux Made in France sur la Paris Games Week depuis maintenant 12 ans et on fait de la réal, on a un plateau TV. Si vous voulez passer... à ce moment-là, parler de 2-3 mots sur le stand, n'hésitez pas. On a d'ailleurs Arte Gaming avec nous depuis maintenant quelques années. Enfin, vraiment, le regroupement est génial. Push Start est aussi avec nous, exactement. Donc,
Donc voilà, il faut vraiment, je pense, à la fois réfléchir à comment est-ce que demain ça va créer des nouveaux métiers, de nouvelles façons de suraugmenter la capacité à produire du contenu, et comment est-ce que ça on peut le promouvoir pour faire en sorte qu'un maximum de personnes y aient accès. Quand on voit qu'on tourne un film avec 500 €, ça paraît juste impossible, et en fait ça arrive. Comment est-ce que demain ça on le positionne partout? Voilà mon petit axe de réflexion. Et merci beaucoup. Nicolas, vous voulez réagir? Il faudrait faire un documentary simulator du coup. C'est ça que tu proposes. Non mais c'est vrai, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais la frontière entre les développeurs et les joueurs, ça commence à être de plus en plus compliqué. Enfin, parce que DayZ sans les joueurs n'existe pas d'une certaine manière, puisque vu qu'il n'a pas vraiment de... Il n'y a pas d'histoire en fait. Donc en fait l'histoire n'est racontée que par les joueurs. Et la réalité, elle existe puisqu'elle est partagée par plusieurs personnes qui vivent les mêmes événements. Et en fait, sans eux, le jeu n'existe pas, n'a pas de... En fait, ils auraient arrêté de le mettre à jour et il aurait juste disparu si personne n'y jouait et surtout s'il n'y avait aucun joueur qui s'appropriait ce jeu et qui en faisait aussi quelque chose de différent. Et en fait, les joueurs et les développeurs ont tout intérêt à parler entre eux et à vraiment à créer du contact. Et je pense à Bethesda qui a été très décevant là-dessus récemment, par exemple. Mais Si je peux ajouter un élément sur Bethesda qui fait exactement, je pensais à ça quand tu en parlais, écho à ce que tu disais, c'est que Bethesda, et je le sais parce que je connais très bien le lead designer de Bethesda, c'est les gens qui sont recrutés sont des joueurs. Ils recrutent des modeurs parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir maîtriser tout de suite l'outil et que c'est eux qui écrivent en plus. Donc c'est intéressant. C'est juste... non, mais je parle de l'affaire sur Fallout London, où c'est du coup un groupe de joueurs, enfin un groupe de développeurs qui ont fait une nouvelle extension pour Fallout, qui est développée par Bethesda, et ils travaillent dessus depuis 5 ans maintenant. Et à la sortie du jeu, en fait, ils ont sorti une espèce de patch du jeu qui a mis tout leur travail un peu en l'air, enfin qui a mis toute la sortie un petit peu du jeu en l'air. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de discussion, il n'y a eu aucun mail qui a été échangé, il n'y a pas eu de contact en fait, avec les développeurs de cette extension-là. Et voilà, ça aurait pu être un peu différent à ce niveau-là. Je trouvais ça très décevant de leur part, quoi. Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai que le lien entre une communauté et un studio et un éditeur est vital. Et on se rend compte maintenant avec l'émergence enfin ça fait maintenant quelques années, mais avec la puissance qu'ont pris les créateurs de contenu, qu'ils peuvent littéralement décider du sort de la vie d'un jeu ou non. Et qu'à un moment, si on n'écoute absolument pas sa communauté, on peut voir si un jeu s'écroulait pas. Est-ce que demain, cet outil-là ne peut pas devenir un outil qui donne encore plus de puissance à la promotion de cette communauté et à sa capacité à porter son dialogue? Parce que oui, effectivement, beaucoup de jeux existent aussi grâce à ce que la communauté va créer derrière. Merci Nicolas. En conclusion, on voit un deuxième petit extrait de la vraie vie où Victor rencontre des gendarmes un peu inquiétants. Ah putain la vache. Bon monsieur. Pardon messieurs, vous inquiétez pas, je suis pas dangereux. Là-dessus, je m'inquiète, oui, vous allez descendre du véhicule s'il vous plaît. C'est un peu cocasse comme situation. Faut mettre plus fort. Monsieur, est-ce que vous pouvez au moins me décliner votre identité? Oui, Victor Assier. Monsieur Assier Victor. Vous avez cependant pas de permis à me présenter au moment où vous descendez du véhicule, qui plus est à la suite d'un accident. Ben, je suis allé faire de la plongée et on m'a volé mon permis. Donc le temps joue certainement peut-être contre vous, j'en ai pas la certitude, mais quand on est arrivé, le feu était rouge pour nous, donc je suppose très fortement que le feu était rouge de ce côté-là. Vous êtes quand même passé, vous avez réussi à vous attraper les rochers. Vous avez de la puis à chance bas, que là. ce soit que les rochers. Surtout si on arrivait 10 mètres plus loin, on en rentrait dedans. Quoi. Attendez monsieur, je crois que en fait j'ai juste j'ai fait un faux mouvement. Ah oui, non mais... J'ai eu le soleil dans les yeux et voilà, ça a fait ça. Ah oui, donc du coup ça n'excuse pas le feu rouge, ça n'excuse pas la vitesse excessive en ville, et du coup vous terminez à avoir un accident. Donc là, plus de peur que de mal, heureusement vous n'êtes pas blessé ni pour l'un ni pour l'autre, on s'en sort bien, mais imaginez ce que ça aurait pu être, je veux dire, n'importe qui là qui traverse la place marchande au moment où vous arrivez, vous l'écrasez, ça part en accident. Alors dites-moi ce qu'on fait alors. Mon véhicule il sera à la fourrière du coup ? C'est ça, c'est-à-dire que là, un dépanneur, quand les entreprises ont ouvert, parce que là, les entreprises visiblement ne sont pas ouvertes de dépannage, viendra le récupérer, le mettre à la fourrière, et donc, contre paiement de la taxe de fourrière, vous pourrez récupérer votre véhicule. Et par contre, j'attends de voir la gueule du dépanneur quand il va voir comment il va faire pour devoir récupérer le véhicule.
Oh, je les ai déjà vu récupérer un véhicule dans la flotte sous la mine de pierre, je m'inquiète pas pour ça. Ouais. Ouais. Et c'est une île vivante, hein, je veux dire, on a à peu près 10-15 000 personnes sur l'île environ. 7 à 8 000 habitants sur l'île. Je sais pas, moi, dans l'encensement j'ai lu 15 000, mais oui, c'est possible. Ouais. J'ai vu quasiment personne. Regardez mieux dans ces cas-là, messieurs. Hein, c'est pas parce que les gens ne sont pas devant vous qu'ils ne sont pas là du tout. Et on vous souhaite une très bonne journée, messieurs. Il y a des enfants, vous me dites? Oui, il y a des enfants, il y a des femmes, des personnes âgées. On est dans une ville, c'est normal. La vie suit son cours, j'ai envie de vous dire. D'accord, merci. Bonne journée. Putain, c'était flippant. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. Voilà, c'est la dernière image de cette rencontre. Merci pour vos présences, Laetitia. Laetitia, est-ce que je te laisse conclure? Est-ce que... Redis, pardon. Alors oui, si on a le temps, je vous en prie. Je vois Nathalie. Est-ce que je vous apporte le micro? Oui, attends, mais prends le micro. Voilà. J'en ai un là. Juste, la vraie vie, ça va pouvoir être vu quand et où? Donc sur Arte, j'imagine. Oui, Là, maintenant, on a envie. Oui, on ne sait pas encore, c'est pas fini du tout. Là, c'est des versions de montage qui sont d'ailleurs pas terminées. Il y a plein de choses qui ont changé. On va le finir d'ici décembre et ça devrait être disponible sur le site d'Arte courant mars ou avril 2025. Voilà. Je vous en prie, Luc Pourrinet. Ouais. Un peu partout, on a été dans nouvelles écritures, animation, documentaire, à la ProCirep, au CNC, on a beaucoup voyagé. Voilà, mais on reste en documentaire pour ça et pour Inside. C'est bien, s'il y a d'autres réponses, d'autres questions aussi courtes, avec des réponses aussi courtes, c'est parfait. Je vous en prie. Prenez le micro, ce sera plus simple si vous voulez bien. Laetitia vous l'amène. Moi, j'avais une question, du coup, c'est comment vous choisissez vos jeux, du coup. Par exemple, il y a des jeux qui sont vachement beaux graphiquement, par exemple Red Dead Redemption 2, ou alors des jeux où il y a beaucoup plus de créativité, avec le modding, comme Minecraft, par exemple. Je voulais savoir un peu comment vous choisissez vos jeux. Est-ce que c'est spécifiquement multijoueur ou est-ce que ça peut être solo? Il y a 2 niveaux de réponse. Il y a plein de réponses par rapport. Il y a un niveau juridique auquel je vais répondre et après tu pourras répondre à la fonctionnalité, mais rapidement... et j'aurais pu répondre aussi tout à l'heure, mais les développeurs, éditeurs ne sont pas vraiment enclins à laisser leurs droits d'utilisation. Donc pour favoriser la création de contenu, il faudrait qu'on arrive à trouver un arrangement, mais en l'état, les éditeurs ne veulent pas que des documentaristes s'emparent de leur jeu pour produire du contenu qui pourrait potentiellement nuire à leur produit. Et donc, nous, on a essayé GTA V, ça n'a pas marché. Take-Two, je les ai contactés. 2 semaines après, j'avais un mail de l'avocat qui me disait non, vous ne pouvez pas utiliser ce jeu pour ce motif-là. Et donc, on s'est retourné sur les quelques jeux qui existaient, qui proposaient les systèmes qu'on recherchait. Et on a trouvé Bohemia. Mais ça a été, encore une fois, très compliqué. Parce qu'à la fin des négociations, ils nous ont quand même dit, c'est cool, mais enlevez cette partie et cette partie. Toutes les scènes qui montraient des bugs et des glitches, ils m'ont dit enlevez-les, parce que ça ne représente pas le jeu tel qu'ils veulent qu'il soit perçu. Pourtant, c'est ce qui fait que les joueurs et les joueuses restent pendant 10 ou 15 ans, tu vois. Ils cherchent ça. Et donc, la négociation a fini par aboutir en notre faveur, mais voilà. Et du coup, sur le type de jeu qu'on recherchait... Ouais, en fait, il y a très peu de jeux qui proposent d'avoir un avatar dans lequel tu peux... à travers avec qui tu peux parler. Donc, il retransmet ta voix et en plus que ça soit spatialisé dans l'espace en fait. Parce que nous, on voulait vraiment avoir le même système que dans la réalité pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire tu te rapproches de lui et tu lui parles. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ça. Donc ça, c'était déjà le premier truc. Et après, comment tu choisis? On est aussi tombé sur une communauté qui nous plaisait. On est tombé sur des joueurs avec qui on voulait raconter une histoire. Et je crois d'une certaine manière, on voulait aussi que le jeu ne soit pas complètement fantastique ou complètement différent du réel, parce qu'on voulait créer ce pont aussi avec ces spectateurs qu'on allait devoir convaincre d'une certaine manière
de regarder ce film. Et peut-être dans Minecraft, ça aurait été peut-être plus compliqué, voilà, parce que c'est quand même un univers qui est un peu différent du nôtre, je dirais. Et donc voilà, je pense qu'on voulait perdre les gens, mais peut-être pas les perdre complètement aussi en choisissant ce jeu. Et je crois qu'on est aussi tombé, on a adoré ce jeu parce que et en plus il nous laissait la place de pouvoir être documentariste, parce que ça c'est pas le cas de tous les jeux. Il y a plein de jeux qui te demandent en fait de jouer constamment. Déjà là sur DayZ ça a été très compliqué parce que là il y a 1000 heures de jeu, mais en fait il y a que 150 heures de rush. Donc tout le reste c'est survivre, manger, voilà. Donc on a été hypnotisé aussi par ce jeu-là, donc je pense que c'est pour ça qu'on y est resté. Et tu parles de graphisme, je trouve que c'est intéressant cette question, parce que pour moi ce jeu il est mieux fait que Red Dead Redemption 2, quoi. Parce que je me sens plus à l'intérieur, parce que je me sens plus dans une réalité, parce qu'en fait il est long. Quand tu vas d'un village à un autre et que tu marches, ça te prend vraiment 1 heure. Et dans Red Dead Redemption c'est un peu différent, le timing est différent, tout est un peu léché. Et en fait, la réalité est moche. Et dans Red Dead, tout est beau. Et c'est un peu moins réel, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que je peux dire, pardon, je sais qu'on n'a pas le temps. C'était juste pour donner une autre référence. C'est mon rôle ce soir, vous avez compris. Un projet extrêmement intéressant sur Minecraft d'un artiste français qui s'appelle Thibaut Brunet, qui est plutôt catégorisé comme plasticien, qui a créé une collaboration avec des scientifiques français, CNRS, etc. Et il fait des missions artistiques et scientifiques à l'intérieur de Minecraft, où ils étudient les espèces enfin non vivantes, virtuelles vivantes de Minecraft, mais à partir de vraies études. Bon, je suis nulle en sciences, donc vous avez compris, mais scientifiques de la vie des végétaux, des champignons, des moitié vaches, moitié je sais pas quoi, moitié champignons de Minecraft. Ils recréent des nouvelles espèces. C'est un projet génial qui s'appelle Minecraft Explorer, et donc qui mêle artistique et scientifique. C'est encore une hybridation extrêmement intéressante, et il est aussi beaucoup sur Twitch. On n'a pas du tout parlé de Twitch, dommage, c'est une autre rencontre. Alors, une question pour Jérôme. Vous qui êtes spécialisé dans l'analyse, quel œil vous porteriez sur les films dont on a parlé ce soir? Et deuxième volet de la question, est-ce que ça vous inspire aussi, vous, dans la création de contenu? Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'audiovisuel, c'est que quand c'est beaucoup trop mis en scène avec la réalisation de cinéma classique, où on prend vraiment le temps d'écrire, on prend vraiment le temps d'essayer d'avoir des plans qui sont parfaits, avec vraiment la réplique qui est parfaitement sortie, j'ai l'impression qu'on commence à se détacher de ce mode de narration, et qu'aujourd'hui, les contenus qui sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus authentiques, intéressent un nouveau public. Et on commence petit à petit à explorer justement des nouvelles techniques. C'est pour ça que justement, je pense qu'on peut parler de machinima dans ce cas-là. C'est quelque chose où on peut explorer la personnalité de quelqu'un à travers le médium. J'aimerais également revenir sur une question qu'avait posée Karim concernant le rôle du comédien justement dans la création de l'œuvre. Je suis aussi game master pour du jeu de rôle. Et il y a la question justement qui revient souvent de à quel point est-ce que le joueur impacte le récit. Finalement, en tant que game master, on lui donne un contexte, on lui donne un système, on lui donne tous les éléments pour que les joueurs puissent s'exprimer. Mais finalement, ils font ce qu'ils veulent de ces outils, et c'est eux qui vont vraiment mener l'histoire là où ils veulent, vers l'issue qu'ils ont presque choisie, ou en tout cas, ils vont en avoir les conséquences. Donc c'est presque quelque chose qui est partagé avec le joueur. Et comme on disait aussi tout à l'heure avec Twitch, c'est également quelque chose qui est partagé avec la personne qui va animer le jeu lorsqu'elle va être en stream. Il y a des nouvelles méthodes de narration aujourd'hui qui se font vraiment plus dans l'instant, qui sont vraiment très intéressantes. Et je pense qu'on ne fait que commencer la découverte de ces méthodes. Super. Ça ressemble à une conclusion idéale. Mais, et est-ce qu'on peut savoir quelle sera la prochaine vidéo qu'on pourra voir sur votre chaîne, son sujet?
Alors, la prochaine vidéo qui devrait apparaître sur notre chaîne, je pense que certains gamers connaissent ce jeu, ça fait partie des expériences narratives les plus impactantes de l'histoire du jeu vidéo. S'il y en a qui connaissent Spec Ops The Line, pour le coup, c'est très scénarisé, ça ressemble énormément à un croisement entre Fight Club et Apocalypse Now, et c'est un jeu de guerre, anti-guerre, qui a eu un impact énorme sur notamment l'industrie du jeu l'industrie du jeu de guerre. Donc il y a un message qui est extrêmement fort, qui est poussé à travers ce jeu, et on compte bien l'explorer. Il y a à peu près 5 personnes qui ont hoché de la tête quand vous avez cité le titre. Elle sera visible quand ? Normalement au début du mois prochain. D'autres Laetitia ? questions? Oui, Je vois au j'arrive. fond, si tu... Laetitia, c'est toi qui décides de la fin de la rencontre. Hein ? J'arrive. Moi, je voulais juste réagir à une des précédentes questions qui était sur Minecraft, sur quel type de jeu qui était choisi, et notamment à votre réponse où vous disiez les jeux qui permettent cet avatar. Ça vous a jamais intéressé de filmer autre chose que des personnages joueurs, du coup, des PNJ, des personnages qui sont programmés? Parce que j'ai vu plusieurs machinimas justement qui documentent le travail ou la vie des PNJ, leur simulation, leur routine dans le jeu. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé pendant la réalisation de Nick Island ou de la vraie vie, où vous étiez uniquement intéressé par cet aspect de connexion de joueur à joueur? Pour commencer, c'est vrai que dans DayZ et dans Arma 3, qui est le jeu vidéo qui est utilisé pour la vraie vie, il n'y a pas de PNJ. Enfin, il y en a dans Arma 3, mais en tout cas dans le mode qu'on utilise, qui est un mode qui a été créé par les joueurs, donc qui ont transformé ce jeu, qui est une simulation de guerre au départ, dans une sim life en fait. Il n'y a pas de PNJ, donc il n'y a que des joueurs. Mais oui, à une époque, on voulait vraiment parler de ça, parce que notre première rencontre dans GTA V, c'est quand on a désactivé en fait les noms des joueurs au-dessus des... Voilà, et en fait on mélangeait les PNJ et les joueurs, et à un moment donné on s'est vraiment posé la question, mais qui est joueur et qui ne l'est pas, et qui est robot et qui est humain. Et on a suivi quelqu'un qui marchait dans la rue un petit peu comme un PNJ, et en fait on s'est rendu compte que pendant 2 ou 3 heures il allait à la plage, et après il allait faire du sport, et puis il faisait une petite balade en voiture, voilà. Et il était vraiment dans la contemplation. Et on trouvait ça vraiment intéressant de semer le doute par rapport à ça, et de parler de ces petites vies qui ont été créées par ces développeurs, et qui méritent aussi une attention toute particulière, je dirais. Et ce que tu cites d'ailleurs, c'est le film de Total Refusal, je pense. Hardly Working, ouais, qui compte en tout cas la vie des PNJ de Red Dead Redemption 2, et de leur labeur de tous les jours. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Personnellement, je commence à avoir soif, mais allez-y. Hein. C'est pas bête. Est-ce que vous avez considéré l'hybridation dans l'autre sens, c'est-à-dire un peu à la façon de Bandersnatch, les films interactifs? Jamais. Non, Tu veux dire en mettant de l'interactivité ou de la... Il y avait ce truc qui s'appelait le webdoc à une époque, il y a une dizaine d'années maintenant, qui était un format où on était dans une rencontre documentaire avec un sujet, on avait le loisir d'interagir, et ça n'a pas duré. Arte en a fait un peu, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Il y a comme cette impossibilité ou cet entre-deux qui est entre-deux trop fort, où on est entre le joueur et le spectateur. Et moi, je sais qu'à titre personnel, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Et a priori, ça n'a pas fonctionné pour d'autres personnes, et on l'a jamais considéré en tout cas. Et les moyens de financement de ces objets-là n'existent plus. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre de voir ce que je décidais de voir. Enfin, je trouve ça très compliqué quoi, comme position. Donc, en fait, du coup, cliquer sur quelque chose et voir à quoi je dois m'attendre, en fait. Du coup, je trouvais ça complètement inintéressant. Mais ouais, je pense que je voulais dire autre chose, mais j'ai complètement oublié. Mais non, je pense que l'interaction, enfin, en tout cas, sur
sur la VR, par exemple, les pièces qui sont proposées en VR aussi, on nous propose de regarder à certains endroits, en fait, aussi. Et je pense qu'il y a une subtilité à trouver dans qu'est-ce qui est possible de regarder ou d'expérimenter sur une pièce, une œuvre, en fait, qui est fermée. Et je pense qu'il y a toute une subtilité à trouver là-dedans qui est assez complexe, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent en fait ces projets aussi en VR parce qu'en fait ils ont la possibilité de regarder à gauche et à droite et ils savent pas quoi regarder. Et mais bon, je pense que c'est des choses qui vont venir. Voilà, Merci. Une dernière question peut-être? Oui. Oui, je voulais juste demander, vous parliez justement de la VR, est-ce que vous avez considéré des logiciels comme VR Chat où justement c'est fait pour rencontrer masse de gens et où il y a ce système avec les lèvres qui bougent que je pense que vous aimez particulièrement, donc ça m'intéresserait de savoir si vous y avez pensé. Bien sûr. On a tourné. Il devait y avoir du VR Chat aussi dans Nice Island parce qu'il y a une partie où en fait Révérend, le personnage principal, un des personnages très importants du film, nous amène dans VR Chat et comme un peu un after qu'il avait organisé dans VR Chat après qu'on ait joué à DZ. Et ouais, effectivement, en fait, c'est un système de jeu qui nous plaisait puisque c'est complètement pensé pour la rencontre. Et moi, à une époque, je voulais faire un truc dedans. Pour la vraie vie aussi, on devait utiliser VR Chat pour l'un des épisodes. Puis bon, finalement, tout ça a complètement changé. Mais je pense que c'est un outil assez incroyable dans le fait de pouvoir aussi créer ses propres mondes et de créer ses propres avatars aussi pour raconter des nouvelles histoires. Donc ouais, c'est une plateforme qui nous intéresse beaucoup. Et je pense qu'il pourrait faire partie d'un prochain projet. Ouais. Vous récupérez le micro. C'est fini. Je crois que c'était la dernière question, Oui, c'était la dernière question. il me semble. Oui. Tu conclus? Je conclus, j'arrive. Écoutez, en guise de conclusion, je crois que ce soir, on a entendu pas mal de fois le mot hybridation. Et à la Cité de l'économie et des métiers de demain, on a une chance énorme. C'est qu'on a en résidence la philosophe contemporaine qui travaille sur la notion d'hybridation. Et elle le définit comme suit. Il y a hybridation lorsqu'il y a métamorphose réciproque. Et j'aime à croire que ce soir, il y a eu métamorphose réciproque entre les deux mondes que nous avons réunis, avec le talent, et merci beaucoup à tous nos intervenants, qu'ils soient analystes du monde du jeu vidéo, qu'ils soient universitaires ou que ce soit des faiseurs. Bravo, parce que je crois qu'on avance tous dès lors que des pionniers montrent le chemin. Et ce soir, en tout cas personnellement, c'est ce que j'ai vu. Donc merci à tous, merci beaucoup. Je remercie également Occitanie Film, bien entendu, avec qui nous avons co-organisé cette soirée, ainsi que NTWU, qui est l'entreprise de Nicolas. Merci beaucoup. Je crois que les mondes se sont bien croisés ce soir et que ça va se poursuivre lors du cocktail, donc n'hésitez pas à faire connaissance. En tout cas, je serais très heureuse de venir à votre rencontre. Merci. Et pardon, le nom de la philosophe, tu l'as pas dit? Gabrielle Alperne. Gabrielle Alperne, philosophe en résidence ici avec nous, résidence au long cours, puisque Gabrielle est venue faire une conférence il y a 3 ans déjà, et la résidence a démarré cette année et nous allons très certainement poursuivre. Nicolas, je te demande de nous rejoindre si tu veux bien. Pour qu'on l'applaudisse, c'est ça? Pas que. Peut-être que tu peux dire un petit mot sur la co-organisation ou ton activité. Tout à l'heure, tu as parlé de French Tech, mais pas forcément de ton activité dans le jeu vidéo. Non, mais je parlerai de mon activité après. Moi, je vais faire un petit mot très court. Je vais vraiment féliciter tout le monde parce que c'était une super initiative, un super projet. Et quand je vois la salle complète, je pense qu'il y avait vraiment de l'intérêt à le porter. Donc merci à tous, bravo. Et à votre disposition pour discuter de mes projets à côté si vous voulez. Mais franchement, félicitations à tous. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Ouais, super. Merci.
Juste Boris et Guillaume, juste vous dire qu'on est avec vous depuis quelques années pour soutenir les projets dans la réalisation de ces films, de la série documentaire, qui sont des parfaits exemples, je trouve, de réussite objective d'acteurs de l'écosystème de ce territoire. Et on souhaite la même réussite pour La Vraie Vie que pour L'Île Sans Fin, pour Kniss Island, en France et partout ailleurs dans le monde. Et alors, on aime bien conclure en musique, en chanson. Guillaume, tu m'as suggéré qu'on pouvait terminer avec ce titre. Est-ce que tu peux me dire en quoi ce titre est une conclusion idéale? C'est la musique favorite de tous les joueurs que vous avez rencontrés dans le film. À partir de quoi elle est faite? Oui, ouais. C'est des samples qui proviennent de... Je vais dire une connerie, de Morrowind. C'est le boss final de Morrowind, en fait, qui s'appelle Dagot, et qui a été utilisé pour créer cette chanson, qui est assez particulière et un peu weird, qui est un peu virtuel, un peu réel en même temps. On peut mettre du son plus fort. Merci beaucoup. Et bien merci à vous pour vos présences.